Conférence qui apparemment a généré beaucoup d'intérêt. Donc je vous présente Vicky Leblanc qui va donc intervenir comme vous le savez. Nous la remercions de nous accorder ce temps parce que Vicky est là pour une soutenance qui a lieu demain, une soutenance de thèse, et elle nous fait le plaisir d'apporter des éléments liés à ses recherches à Ottawa, donc au Canada. J'en profite aussi pour remercier le professeur Gérard, directeur de l'Institut toulousain de simulation en santé, qui nous a mis en relation avec Vicky Leblanc il y a à peu près 2 ans. Voilà, donc bonne présentation. La présentation durera globalement 1 heure et ensuite on pourra procéder aux questions. Donc je ferai circuler les micros. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien à l'arrière? C'est mieux? Est-ce que vous m'entendez mieux? À l'arrière, vous m'entendez, non? Ça, c'est mieux? Un peu? Je m'arrangerai peut-être pour parler au microphone. Ça, c'est mieux avec le microphone? Oui? Merci pour être venu. Je vais vous parler aujourd'hui de mon programme en recherche où on essaie de comprendre le lien entre la relation ou le lien entre les émotions et les aspects cognitifs des humains. Et dans notre programme de recherche, on est surtout intéressé à savoir comment est-ce que ça s'applique dans le domaine de la santé pour les étudiants en médecine, les étudiants des soins de la santé. Je vais vous faire mes excuses. J'ai un peu le décalage horaire. Puis ce qui se passe quand j'ai mon décalage horaire, c'est que les mots ne viennent plus en français. Alors les gens en l'avance, si je dis le mot en anglais, il faudra servir un peu de traducteur, si vous me pardonnez. Ça fait une des premières choses que je vais vous présenter en termes de divulgation, c'est que cette présentation, ça ne va pas être une évaluation clinique de votre état émotionnel actuel. Puis lorsque je vais vous donner des exemples, vous saurez pourquoi je dis ça. Alors, je pense que pour tous les gens dans la salle, les événements émotionnels dans lesquels on a fait face dans nos vies sont des événements qui ont été clairs et marquants. Lorsqu'on se rappelle des souvenirs assez forts, on se rappelle des expériences qu'on a eues quand on était jeune ou quand on était à l'école ou même dans nos carrières, c'était souvent des événements qu'il y avait des émotions quand même assez fortes, soit des émotions positives ou des émotions négatives. Et on sait que dans les soins de la santé, il y a aussi beaucoup d'aspects émotionnels dans les soins de la santé. Que ce soit de la tristesse pour le résultat des tests pour un patient auquel on a développé une relation, que ce soit qu'on est heureux parce qu'il y a des résultats ou que ce soit de l'anxiété parce qu'on est en situation de crise puis il y a beaucoup d'incertitudes. Alors, on sait qu'il y a beaucoup d'aspects émotionnels quand ça vient à soit être étudiant dans les soins de la santé ou être professionnel dans les soins de la santé. Et malgré ça, on trouve que dans les domaines de la santé, puis même dans le domaine de la psychologie, jusqu'à dernièrement, on essaie de séparer un peu l'aspect rationnel de l'être humain de l'aspect, disons, plus émotionnel. Pour longtemps, on pensait que dans le cerveau, il y a le système limbique, qui est l'aspect, tu sais, notre cerveau plus animal, qui est responsable de nos émotions, que les émotions, c'est quelque chose qu'on essaie de garder un peu à l'écart. Puis la partie du cerveau, surtout le lobe préfrontal, c'est l'aspect où c'est des aspects cognitifs assez avancés, assez développés, et on pense que c'est isolé des émotions. Alors, dans les soins de la santé et même dans les études de la psychologie cognitive ou de l'apprentissage, on essaie ou on recherche à comprendre comment est-ce que les gens peuvent fonctionner de façon rationnelle, prendre des décisions, évaluer l'information, de le faire de façon systématique. Puis l'idée, c'est que les émotions, c'est quelque chose qui peut un peu déraper. C'est lorsque nos émotions prennent, takes hold, ils nous pognent. Ce qui arrive, c'est que ça nous fait faute dans nos cognitions, dans nos pensées. Mais en fait, sans aller trop dans les détails, la recherche dans les sciences cognitives nous démontre que les émotions et les habiletés cognitives dans le cerveau sont pas aussi séparées qu'on le pensait. Le système limbique est impliqué dans les habiletés cognitives, surtout la mémoire, mais aussi l'attention et un peu la prise de décision. Et la partie du cerveau qu'on pensait qui est plus rationnelle, disons le lobe préfrontal, est aussi très impliquée dans le processus de l'information puis les émotions.
Puis même lorsqu'on regarde le cerveau, on trouve que les connexions du cerveau, la partie du cerveau émotionnel à la partie préfrontale, il y a plus de connexions qui montent que des connexions qui descendent. Fait tout ça pour dire que le cerveau, notre habilité de faire face au monde, ce dont on porte attention, ce dont on se rappelle, ce dont on prend comme information pour faire nos décisions, on est prédisposé à faire le processus des informations émotionnelles. Puis ça, je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous donner des exemples de comment est-ce que ça se passe en termes de la recherche qu'on a fait dans le domaine des émotions. Mais ensuite, je vais vous parler de quelles sont les implications de l'apprentissage que les gens vont faire d'une situation émotionnelle, mais aussi qu'est-ce qui arrive lorsque les gens ont besoin de performer dans un événement émotionnel. Mais dans mon domaine, moi, je suis intéressée comment est-ce que les professionnels de la santé gèrent une crise dans une situation de stress et d'anxiété, et comment est-ce qu'on peut préparer les gens pour pouvoir bien performer dans un événement émotionnel. Parler un peu de ma perspective. Moi, je suis psychologue cognitive. Dans les dernières 10 années, je suis aussi psychophysiologique. Alors, moi, je suis vraiment intéressée à ce qui se passe dans le cerveau de l'individu, les processus cognitifs, les processus psychophysiologiques et comment est-ce que ça interagit. Puis je vous donne cette perspective-là parce qu'il y a plusieurs différentes perspectives qui pourraient être intéressantes. On peut regarder les émotions du point de vue social, on peut les regarder du point de vue culturel. Mais moi, ma perspective aujourd'hui, c'est vraiment d'une approche d'un individu qui est intéressé au psychologue. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'individu? Lorsqu'on regarde la recherche en termes des relations entre les émotions et les capacités cognitives, on trouve qu'il y a certaines prédictions, il y a certains patterns qui se passent qu'on voit qu'on peut commencer à prédire quels sont les effets des émotions. Puis ce qu'on appelle, c'est le traitement conforme à l'humeur. Que ce qu'on trouve, c'est que les gens vont avoir tendance à porter attention puis se rappeler d'informations qui sont conformes à leurs émotions. Alors, ce dont on interprète dans le monde, ce dont on s'en rappelle, les décisions qu'on fait, sont très différentes si on est dans une position de colère que si on est dans une position de tristesse ou d'être heureux. De telle façon que le monde dans lequel on vit lorsqu'on est triste est différent que le monde dans lequel on vit lorsqu'on est heureux, parce que l'information autour de nous, on l'interprète différemment. Alors, c'est pour ça que j'aime cette image, parce que c'est presque une représentation de lorsqu'on est triste. C'est vraiment différent, les informations qu'on voit, puis c'est vraiment différent. Puis au Canada, on a une expression que, tu sais, si on dort, tu sais, tout sera mieux dans le matin. C'est un peu de cette idée-là qui vient, que c'est que l'idée est « everything looks better in the morning ». Puis je vais vous donner des exemples. Ça fait une des premières choses que les émotions vont faire, c'est qu'ils vont diriger l'attention. Alors, un stimulus qui est émotionnel, qui provoque notre réaction d'émotion, va un peu capter notre attention, puis ça va diriger ce à quoi on porte attention. Et l'information émotionnelle va être détectée plus rapidement que l'information neutre, particulier lorsque nous sommes dans un état émotionnel. Fait, un exemple qu'on donne souvent, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont stage fright. L'anxiété, quand ça vient à donner des performances, c'est une cause d'anxiété que les gens ont. Être debout, donner une présentation à un nombre de gens, ça cause l'anxiété. Ça, c'est quelque chose qui est connu. Mais on sait que lorsque les gens sont plus anxieux, ils vont avoir tendance à, s'il y a quelqu'un qui a un visage qui est quand même assez neutre, ils peuvent interpréter l'expression comme étant quelqu'un qui passe un jugement. Mais aussi, l'attention va être captée plus par les visages qui ont l'air comme si ils sont en train de porter jugement, qui vont être attirés vers les visages auxquels que les gens ont l'air intéressés. C'est un certain biais qu'on a que lorsqu'on a de l'anxiété, on porte attention aux choses qui peuvent avoir des menaces, puis l'ambiguïté va être interprétée comme une menace. Je vais vous donner un exemple. Si je vous dis le mot amende, si vous pensez à qu'est-ce que le mot amende vous dit, vous allez avoir une différente interprétation dépendant de quelle est votre humeur. Puis vous allez avoir plus d'interprétation menaçante si vous êtes en position anxieuse que si vous vous sentez heureux ou en colère. Alors que les gens qui sont en position anxieuse, une amende, c'est plutôt une contravention, que c'est une pénalité qu'il faut payer. Tandis que si vous êtes plus heureux, vous allez penser à amende qui est plus la noix. Il y a aussi le fait qu'on est tout juste après l'heure du repas, alors les gens pensent souvent à la nourriture. Si vous avez pensé à la contravention, ça ne veut pas nécessairement dire que vous êtes anxieux maintenant.
Ça, c'est tout simplement des exemples pour vous montrer que la façon dont on interprète des choses qui peuvent être ambiguës, la façon dont on porte l'attention que les choses dans notre environnement vont nous capter, vont être très fortement influencées par notre état émotionnel. Alors, si je suis heureuse, je vais être captée par l'information heureuse, puis je vais interpréter de l'ambiguïté comme étant heureux, puis vice-versa si j'ai de l'anxiété. Ensuite, parce que ça a un effet sur notre attention, ça va avoir un effet sur ce dont on se rappelle des situations émotionnelles. Une des choses qu'on regarde, c'est qu'il y a de la recherche qui pense qu'on se rappelle mieux des événements qui ont suscité de l'émotion, surtout les événements lorsqu'ils sont négatifs. On parle aux gens, tu sais, les exemples qu'on donne beaucoup dans la recherche, tu sais, lorsque c'était l'explosion du Challenger, il y a de la recherche qui a été faite lorsque Princess Diana est morte en France. Les attentats du 11 septembre à New York. Les gens vont dire que ça peut être aussi des événements personnels, mais on a tous l'impression que lorsqu'on a des événements qui sont très forts, qui sont très négatifs, on a l'impression qu'on va avoir des souvenirs de ces événements-là qui vont être très clairs, ils vont être très marquants. Il y a un peu une recherche qui supporte ça, qui dit que oui, le stress va aider à augmenter la consolidation de la mémoire. La consolidation de la mémoire, c'est lorsqu'on a des traces qui sont un peu éphémères de la mémoire. La consolidation, c'est ça qui transfère ça en mémoire à long terme. Et on sait que lorsque les gens sont stressés autour d'un événement, il va y avoir un raffermissement des mémoires qui vont devenir plus stables et plus permanentes. Alors, il y a un peu de recherche qui supporte cette idée-là. Mais lorsqu'on regarde un peu plus en profondeur, on voit qu'il y a des différences entre la quantité d'informations dont on va se rappeler versus la qualité de l'information dont on se rappelle des événements marqueurs. Et on trouve aussi que les émotions vont avoir des effets un peu réducteurs de mémoire, que lorsqu'on est en situation, surtout en émotion négative ou en émotion de stress, on va avoir une meilleure mémoire pour les éléments qui sont centrés autour de la cause du stress, soit dans le temps ou de façon conceptuelle ou de façon dans l'espace. On va avoir une meilleure mémoire de cette information-là qui est centrale autour des émotions, mais ça va venir au coût de les informations qui sont à la périphérie. Je vais vous donner un exemple. C'est la recherche qui est décrite par Elizabeth Kensinger dans une revue, qu'elle a démontré à des gens deux images qui étaient identiques. Puis un groupe qui ont vu, c'est une image d'une rue. Un groupe a vu un accident de voiture qui était quand même assez graphique. Et l'autre a vu la même image, mais c'était un taxi qui roulait dans la rue. Ils ont montré des images comme ça à des gens qui étaient en position de différentes émotions, puis surtout d'anxiété. Puis ce qu'ils ont trouvé, c'est que le groupe d'accidents avait un souvenir très clair de l'accident de voiture, de l'aspect central, de l'information qui avait provoqué une réponse émotionnelle chez les gens. Mais c'était venu au coup d'un souvenir flou de la rue auquel ça s'était déroulé. Dans le domaine de la psychologie, dans le domaine légal, on voit ça aussi, on appelle ça un weapons focusing effect. Je ne connais pas la traduction en français, mais c'est un peu mettre le focus sur les armes. Que des gens qui sont victimes de crimes où est-ce qu'il y a des armes vont se rappeler du fusil ou du couteau, ils vont pouvoir le décrire en grand détail, mais ce qu'on voit, c'est que par contre, il va y avoir une pire description des détails de l'apparence de la personne qui a commis le crime. Alors, ce que ça fait, c'est qu'en même temps, parce que les stimulus émotionnels nous captent notre attention, on va avoir une meilleure mémoire des choses qui sont attachées avec la cause des émotions. L'autre chose qu'on voit aussi, c'est que les émotions peuvent aussi être associées à une reconstitution inexacte des événements qui sont fondés sur les attentes. Alors, on sait que la mémoire, c'est pas qu'on a un snapshot, une image exacte de qu'est-ce que c'est qu'on a vécu. C'est plutôt, on va recréer un événement basé un peu sur la mémoire des faits, mais aussi basé sur nos attentes, nos schémas qu'on a de quelque chose. Puis, on sait qu'il peut y avoir des biais dans nos mémoires pour ça. Si je vous donne un exemple pour nous qui est très fort en Amérique du Nord, le 11 septembre 2001. Si je vous demande où vous étiez lorsque vous avez attendu à propos de la première avion qui était dans les bâtisses, si je vous demande de quoi vous avez été témoin, puis si je vous regarde comment marquants sont les souvenirs, combien de gens pensent qu'ils pourraient me décrire en très grand détail où ils étaient puis de ce dont ils ont appris?
Puis si je prenais des exemples qui seraient peut-être plus proches à la communauté européenne, les gens seraient capables de donner des exemples qui sont plus marquants. Alors, on trouve que c'est ça qui se trouve dans la recherche. Lorsqu'on a demandé des gens qui vivaient dans le nord-est des États-Unis, les gens disaient que 97% des gens affirmaient se souvenir exactement où ils étaient puis ce qu'ils faisaient le moment qu'ils ont entendu la nouvelle concernant les attentats du 11 septembre. Moi, je vivais à New York cette journée-là, puis je me rappelle, moi, je pourrais vous dire en plein détail où j'étais lorsque j'ai appris quelle information, puis comment est-ce que la journée s'est déroulée. Mais la recherche démontre aussi que 73% des répondants déclaraient qu'ils avaient vu à la télévision le premier avion qui a frappé les tours. Il n'y a aucune vidéo, il n'y a aucun enregistrement du premier avion qui a frappé les tours. Fait que ça qu'on trouve qui se passe là, c'est que les gens savent, maintenant qu'on sait c'est quoi les événements, on sait comment ça s'est déroulé, ça marque la mémoire, puis lorsqu'on se rappelle de ces événements, notre mémoire est biaisée envers ce qu'étaient nos attentes. Alors, les événements émotionnels, oui, ils vont être très clairs, ils vont être très marquants, mais ils ne sont pas toujours exacts. Un exemple de recherche qu'on a fait, c'est qu'on voulait regarder les souvenirs des personnels paramédicaux, les ambulanciers. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a mis dans 2 différents scénarios dans un centre de simulation. Un scénario qui est les barres en bleu, c'est un scénario où les stresseurs qu'on avait ajoutés étaient quand même assez faibles. Puis on les a ensuite placés dans un scénario qui était assez pareil, mais qu'on avait mis des stresseurs quand même assez forts. On a regardé leur performance, mais on était aussi intéressé à la fin, il fallait qu'ils remplissent un document qui disait qu'est-ce qu'était la condition des patients, qu'est-ce qu'étaient les traitements ou les thérapeutiques ou les médicaments qui avaient été donnés, quelles étaient les informations qu'ils avaient appris. Puis ce qu'on a trouvé, c'est qu'on a mesuré les erreurs d'omission. Alors, s'il y avait quelque chose qui s'était passé dans le scénario qu'ils n'avaient pas marqué dans leur documentation, ça, c'est une erreur d'omission. Alors, ils ont omis d'inclure cette information-là. Mais on a aussi regardé les erreurs de commission. S'il y avait de l'information qui n'était pas connue ou des thérapeutiques qui ne s'étaient pas présentées, mais ils mettaient qu'ils l'avaient rapporté, ça, c'est une erreur de commission. Alors, ce qu'on trouve, les 2 barres à la gauche, c'est que... Oui, à la gauche. C'est qu'on voit que ce soit un stress faible ou un stress élevé, il n'y avait aucune différence dans les erreurs d'omission. Alors, ce n'est pas qu'on est plus prêt à oublier quelque chose lorsqu'on a été dans une situation de stress, mais ce qu'on trouve, c'est qu'on a vu une augmentation des erreurs de commission. Alors, les gens étaient plus portés à rappeler des informations qui étaient des choses qui ne s'étaient pas déroulées ou des informations auxquelles ils n'avaient pas eu accès lorsqu'ils avaient été dans un événement de stress comparé à un événement où il n'y avait pas eu du stress. Alors ça nous dit, c'est qu'on sait que la mémoire dépend un peu d'un peu une reconstruction. Puis ça nous suggère, c'est lorsque les gens sont stressés, ils se basent un peu plus sur ce processus de reconstruction, puis l'information qu'ils vont rapporter va s'aligner un peu plus avec ce qu'on sait ou ce dont on s'attendrait d'avoir dans cette situation-là. Alors, je vous ai donné quelques exemples de la façon dont les émotions vont influencer notre système d'attention. J'ai donné des exemples comment est-ce que ça peut avoir un effet sur la mémoire. Les émotions, les événements émotionnels peuvent aussi influencer la manière dont les individus vont percevoir le monde puis la façon dont ils vont y réagir. Fait que si je vous donne un exemple comme celui-ci, alors il y a un exemple à la gauche, puis je vous donne 2 comparaisons, celle-là et celle-là. Alors, si je vous demande, combien de gens dans la salle pensent que l'exemple à la gauche ressemble plus à l'exemple en haut? OK? Il n'y a pas de bonne réponse. Comment de gens pensent que l'image à la gauche, ça ressemble plus à l'image d'en bas? OK? Le rappelez-vous, je vous ai dit, ce n'est pas un test de votre état émotionnel. Ce qui se passe, c'est si vous pensez que ça ressemble plus à l'image d'en haut, vous êtes en train de faire un traitement global. Vous regardez l'ensemble global de l'image, puis vous faites une comparaison à ce niveau-là. La recherche trouve que les gens qui sont heureux... Je vous avertis que ce n'est pas un test de votre humeur. Hein? Non, les gens, lorsqu'on est heureux, on a plus tendance à faire des traitements globaux de l'information autour de nous. Si vous faites la comparaison de l'image d'en bas, vous faites plutôt un traitement local, si vous regardez plutôt les détails de l'image. Là, les gens veulent savoir quelle émotion que ça s'associe. La recherche trouve que les gens qui sont tristes ont tendance à faire plus un traitement local.
Quand ce que je vous dis que c'est pas une comparaison de votre humeur, comme individu, c'est un continuum. Il y a certains gens qui ont tendance à faire plus un traitement global, il y a certains gens qui ont tendance à faire plus un traitement local. Alors, c'est plutôt lorsqu'on se compare à soi-même que lorsque moi je suis heureuse, je me trouve plus du côté de faire un traitement global que lorsque je suis triste, je vais me rendre plus faire un traitement local. Mais il peut y avoir des différences individuelles en termes de où on se trouve à la base. Pourquoi ça nous intéresse? La raison que ça nous intéresse, c'est que la recherche qui démontre que le traitement global est lié à la capacité de faire des associations entre des différentes activités ou entre des différents stimulus. Puis on pense que c'est un peu ça qui est lié à l'apprentissage, c'est pouvoir de se trouver dans une nouvelle situation, puis voir les éléments de la nouvelle situation, puis pouvoir dire, OK, j'ai une solution que j'ai appris auparavant, puis la capacité de faire une association avec l'information qui nous est connue ou nos habiletés, puis qui peuvent être appropriées à la situation. Alors, la recherche semble suggérer que lorsque les gens sont de bonne humeur, ils font plus un traitement global, puis il y a une augmentation de la capacité de faire des associations. On voit aussi avec la résolution de problèmes que lorsque les gens, si on pose des problèmes à des gens, on demande à des gens d'apprendre une solution pour résoudre des problèmes, on les fait pratiquer jusqu'à temps qu'ils atteignent la maîtrise de la solution des problèmes. Ensuite, la recherche ils vont faire une manipulation des émotions, puis ensuite, ils vont présenter des problèmes qui nécessitent un changement de stratégie de résolution. Puis ce qu'ils ont trouvé, c'est que les gens qui sont dans des émotions négatives vont avoir plus tendance à persévérer avec leur stratégie fixe de résolution de problèmes, tandis que les gens qui sont dans des émotions positives vont démontrer plus de souplesse cognitive puis vont avoir une ouverture à la nouvelle information. Alors ça nous démontre, c'est ça, en plus de l'attention, en plus de la mémoire, ça change la façon dont on traite l'information, puis aussi ça change la façon dont on apporte des solutions puis on les pose un problème. La dernière catégorie d'exemples que je vais vous donner avant que je parle des implications, c'est qu'on sait aussi que les événements émotionnels vont influencer le jugement des individus. Alors, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites avec des procès affectifs. Alors, ils trouvent souvent que des jurés qui sont en colère ou qui sont heureux, lorsqu'ils sont mis en comparaison avec des gens qui sont tristes, vont être plus influencés par des stéréotypes. On voit aussi que la tristesse, que le dégoût comparé à la tristesse, va inciter les gens à qualifier des actes qui sont moralement ambigus. Ils vont être attribués au fait que les gens qui sont en train de juger sont immoraux. Alors, on voit que même nos jugements des comportements des autres, des situations ambiguës, nos émotions vont avoir une influence quand même assez forte. L'autre chose qu'on voit aussi, c'est que le bonheur augmente aussi des effets. On voit une augmentation de confiance envers une marque versus les attributs spécifiques d'un produit. Et on voit aussi, lorsque les gens sont heureux, il y a plus de confiance envers un parti politique en général qu'une position d'un candidat. Alors, la question qu'on se dit au Canada, c'est de savoir à quelle humeur les Américains étaient dans la dernière élection, mais... Alors, ça, c'est juste des exemples pour vous dire que ça, c'est des exemples du domaine de la psychologie, du domaine de la psychophysiologie, puis j'aurais pu vous passer quelques heures et vous donner des exemples que les émotions sont des aspects de notre mémoire qui sont quand même assez forts. Ils vont avoir un effet sur l'attention. Qu'est-ce qui va capter notre attention et comment est-ce qu'on va interpréter quelque chose qui serait potentiellement ambigu dans notre environnement. Ça va avoir un effet sur la mémoire, que oui, les événements marquants on peut voir une augmentation de la quantité d'informations dont on se rappelle autour d'un événement marquant, mais ça vient au coût de l'information à la périphérie, mais ça vient aussi avec des biais qui sont quand même assez importants. On voit des différences dans l'interprétation lorsque ça vient soit à appliquer la résolution des problèmes ou à la capacité de faire des associations. On voit que les émotions ont l'influence. D'autres exemples que je donne aussi, c'est la perception du risque. Je vais vous donner un exemple plus tard dans ma présentation que notre perception du risque impliqué dans une situation et notre tendance à assumer des risques va être très influencée. Alors, pour nous, moi, je suis dans le domaine des sciences de la santé, je suis dans le domaine de l'éducation médicale. Alors, ça que ça nous pousse à faire, c'est de repenser un peu comment est-ce qu'on pense à la formation dans les soins de la santé. Parce qu'on sait que les émotions sont envahissantes, on sait que les émotions sont très puissantes. Alors, lorsqu'on commence à développer l'idée de quelles sont les connaissances, quelles sont les compétences, quels sont les comportements que les gens doivent avoir dans leur milieu de travail ou dans leur milieu de façon régulière,
Un des messages importants qu'on essaie de dire, c'est qu'il faut vraiment porter attention à l'effet des émotions parce que les émotions sont tellement fortes que c'est presque impossible de les éliminer. Dans notre domaine de l'éducation médicale, je vais vous donner quelques exemples, mais si vous êtes dans des différents domaines puis vous pensez à des différentes situations où est-ce qu'on prend en compte l'idée des émotions, où est-ce qu'on a tendance à essayer d'isoler les émotions puis vraiment essayer de comprendre le raisonnement, disons, un peu froid et isolé. Alors, nous, dans notre milieu, on essaie de comprendre le raisonnement clinique. Lorsqu'un médecin essaie de comprendre un certain nombre de symptômes, une présentation clinique, puis il faut qu'il raisonne, puis il faut qu'il arrive à un diagnostic, il faut qu'il fasse des décisions en termes du traitement. On essaie de comprendre ça sans les émotions. On essaie de comprendre, c'est quoi les risques a priori, c'est quoi les risques qui viennent, c'est quoi le baseline. Puis on essaie de voir, est-ce que les gens font les bonnes décisions d'après les statistiques qui prédiraient qu'est-ce qu'on aurait. Mais on ne regarde pas est-ce que les émotions vont avoir une influence sur les décisions qu'on fait sur soit le traitement clinique ou les approches qu'on fait. Est-ce qu'on a plus tendance à prendre une route thérapeutique qui a plus de risques dans différentes situations émotionnelles? Ça, ce n'est pas des questions qu'on se demande. Une des choses qu'on fait lorsqu'on pense à la gestion des crises, des situations aiguës, on passe beaucoup de temps à parler de comment est-ce qu'on peut gérer les ressources dans une situation de crise. Est-ce qu'on assume un bon leadership? Est-ce que la communication va être très bonne? Est-ce qu'on distribue les ressources comme il faut? Alors, on regarde surtout quelles sont les habilités, quelles sont les coordinations qui doivent exister. Ça, c'est plutôt des connaissances et des comportements. Mais ce qu'on ne fait pas beaucoup, on ne regarde pas beaucoup la gestion du stress. Est-ce qu'il faut demander aux gens, est-ce qu'il faut apprendre aux gens que vous êtes en situation de stress, voici comment reconnaître votre stress, voici comment vous pouvez gérer votre stress de façon qui sera adaptive au lieu d'être maladaptive. Deux autres domaines on parle beaucoup de l'empathie, on parle beaucoup du professionnalisme dans notre domaine, mais on le traite soit comme une compétence, on peut enseigner les gens à démontrer de l'empathie, on peut enseigner aux gens comment avoir un comportement professionnel, ou on se demande, est-ce que c'est un caractéristique qui est intrinsèque aux gens, que moi, je suis soit née à la capacité d'avoir de l'empathie, je suis soit née avec avoir, un bon balancement moral. Mais ce qu'on ne regarde pas, c'est on regarde pas est-ce que les émotions vont avoir un effet. Lorsque je me sens triste, lorsqu'on est triste, c'est plus facile pour nous de démontrer de l'empathie, de la sympathie envers d'autres gens qui ont des difficultés. Mais si on est une personne, si on est plutôt heureux, c'est très difficile de démontrer de l'empathie. On sait que lorsque les gens sont anxieux, il y a une tendance un peu égocentrique. Lorsqu'on devient anxieux, on est préoccupé par les menaces, on est préoccupé pour essayer de préserver les buts auxquels on s'est donné. Alors, le plein processus cognitif se tourne à l'intérieur, on devient plus égocentrique. Alors, lorsqu'on est anxieux, c'est très difficile de démontrer de l'empathie envers quelqu'un d'autre parce que tous nos processus cognitifs sont virés à l'intérieur. Alors ça, c'est des façons dont, lorsqu'on pense à l'éducation médicale, l'éducation des sciences de la santé, des différentes manières dont on peut dire comment est-ce qu'on peut mieux comprendre le rôle des émotions sur la performance. Et je pense que Michel m'a dit qu'il y a des gens ici qui sont des différentes professions, mais ça se donne à des différentes professions. Moi, comme professeur, lorsque j'évalue mes étudiants ou lorsque j'essaie d'interpréter pourquoi mon étudiant réagit d'une telle façon ou n'a pas fait un projet, l'émotion laquelle que je vis va avoir une influence sur la façon dont j'interprète le comportement de mes étudiants. Alors, je vais vous parler un peu, puis ça, c'est la partie plus exploratoire de dire comment est-ce qu'on peut prendre ces idées-là, comment est-ce qu'on peut prendre ce qu'on connaît de la psychophysiologie, de la psychologie cognitive, pour commencer à penser, qu'est-ce qu'on va avoir, comment ça va nous influencer. Alors, la première idée, c'est lié à l'idée que des événements qui sont émotionnels sont marquants et sont clairs, alors on pense qu'on apprend mieux des situations émotionnelles. Si on prend surtout l'apprentissage expérientiel, Mesereau est une des personnes qui propose ça. L'apprentissage expérientiel a l'idée qu'on a une expérience, il y a une émotion qui vient de cette expérience-là, puis cette émotion-là va causer un changement de perspective et aussi un apprentissage. Alors ça, c'est certaines des idées qu'on a dans certains modèles d'apprentissage. Le problème qu'on a, c'est de savoir quelle émotion. L'émotion, on le traite un peu comme c'est un concept unitaire, mais les différentes émotions qu'on va avoir peuvent avoir des différents effets. Je vais vous montrer 3 exemples de 3 études qui démontrent comment ça peut être différent. Alors, c'est de la recherche qu'on fait en simulation. Alors, nous, on est très intéressés dans les émotions dans le domaine
en médecine, surtout autour des crises, la gestion de crise. Alors, c'était l'étude qui a été faite, la simulation. Il y avait le groupe contrôle n'avait pas de facteur de stress supplémentaire. Alors, il apprenait par la simulation. Alors, il fallait qu'il gère un cas de quelqu'un qui avait une crise cardiaque. Alors, une équipe voulait qu'il gère, mais il n'y avait pas ajouté des stresseurs. Ils ont comparé un groupe émotion où il avait mis plusieurs facteurs de stress pour rendre la situation encore plus difficile. Puis ensuite, ils ont regardé quelles étaient les réactions durant le scénario, mais est-ce que ça avait une influence sur l'apprentissage à 6 mois? Ils ont trouvé, oui, en effet, le groupe émotionnel avait démontré plus d'anxiété, plus d'excitation physiologique. Ils ont montré aucune différence dans les tests de connaissance, mais ils ont démontré que le groupe d'émotion, lorsqu'il faisait un méga code à 6 mois, alors il fallait qu'il gère un scénario qui était assez pareil. Ils ont trouvé que le groupe qui avait été dans la condition d'émotion performait mieux, était mieux capable de gérer le code. Alors, nous, dans notre domaine, il y a beaucoup de gens qui ont interprété cette recherche-là pour dire, tu sais, c'est pour ça, lorsqu'on fait la simulation, lorsqu'on fait l'apprentissage, il faut stresser nos apprenants, parce que si on les stresse, ils vont mieux apprendre. Les étudiants, on n'aime pas ça comme étudiants, non? C'est une étude qui donne un résultat un peu contraire. C'est une formation, alors il y avait une femme de 70 ans, une ingestion d'aspirine, puis un ordre de ne pas faire la récitation. Alors elle, une situation, c'était qu'elle avait pris un dosage d'aspirine pour essayer de faire le suicide. Le groupe de contrôle, ils ont réussi à faire un transfert à l'unité des soins intensifs, puis la patiente a survécu à son attentat. Le groupe d'émotion, il y avait toutes sortes de conditions qu'il avait mis dans le scénario qui a fait que le patient n'était pas transféré aux soins intensifs, puis il y avait eu un décès de la patiente. Alors, il y avait un groupe où il y avait eu un succès, puis l'autre groupe, on disait c'était à cause des situations, avait eu un échec. Alors, ils ont trouvé que le groupe émotionnel, le groupe contrôle se sentait plus calme, il était plus content, il était plus ravi. Le groupe émotionnel se sentait plus stressé. Alors, ils ont trouvé que oui, ils ont pu manipuler les réponses. Mais là, contrairement à l'étude que je viens de vous montrer, ce qu'ils ont trouvé, c'est que le groupe contrôle, à 3 mois, lorsqu'il fallait qu'ils gèrent une situation qui était quand même assez pareille, ils ont trouvé que le groupe de contrôle était ceux qui avaient fait mieux que le groupe émotionnel. Alors ça nous donne 2 exemples, ou un exemple où avoir mis les apprenants dans une situation de stress, ils performaient mieux à 6 mois. L'autre groupe, ceux qui étaient dans une condition de stress, ont fait pire que le groupe de contrôle à 3 mois. Une 3e étude, Megan McConnell à l'Université d'Ottawa avec nous, elle est intéressée que si on enseigne la nouvelle information à des gens, mais avant d'enseigner l'information, on les met dans un état émotionnel, qu'on fait un peu un rappel autobiographique, et soit qu'on leur demande juste de décrire de l'information qui était neutre, on leur demande de décrire un souvenir positif ou on leur demande de décrire un souvenir négatif. Puis ensuite, ils donnent un test de connaissances, puis ensuite un test de transfert où est-ce qu'il fallait qu'ils appliquent les connaissances qu'ils avaient apprises. Ce qu'elle a trouvé, c'est que les barres plus blanches, ça, c'était ceux qui étaient dans la condition neutre. Ce qu'elle a trouvé, c'est ceux qui ont été mis dans une situation émotionnelle ont fait pire que ceux dans la condition neutre, mais il n'y avait aucune différence entre positif et négatif. Ça, c'est 3 exemples que je vous donne qu'une condition, le stress, aide avec l'apprentissage, une condition, le stress, nuit, puis une autre étude que je vous montre que les émotions, en général, vont nuire à l'apprentissage. Alors, ça, c'est pour dire que lorsqu'on prend des études ou des théories comme l'apprentissage expérientiel qui dit que mettre les gens dans une situation émotionnelle va aider avec un changement de perspective, va aider avec l'apprentissage, c'est vraiment important de s'assurer, de comprendre que les émotions eux-mêmes, c'est pas un concept unitaire, que les effets d'une émotion comme la tristesse, être heureux, être en colère ou l'anxiété vont avoir des effets qui sont très spécifiques à ces émotions-là parce qu'on va porter attention à différentes informations, on va se rappeler de différentes informations, mais aussi la façon dont on va interpréter l'information va être très différente. Alors, une des réactions que j'ai souvent lorsque je présente ces recherches-là, puis je dis c'est quoi les effets des émotions, c'est que les gens disent c'est tellement complexe, c'est tellement flou, c'est pour ça que les émotions c'est dangereux parce qu'on ne peut pas prédire, on ne peut pas savoir c'est quoi les effets des émotions.
Puis ma réaction pour ça, c'est-à-dire c'est impossible. Je pense qu'on on se trompe si on pense qu'on peut dire, OK, on va essayer vraiment du rationnel, on va essayer d'éliminer les émotions. Parce que les émotions sont très puissantes, ils sont envahissantes. C'est impossible de supprimer des émotions. Chaque personne dans la salle ici aujourd'hui est dans un état émotionnel. Puis, on est toujours dans un état émotionnel, alors ces émotions-là vont toujours avoir un effet sur nos interactions avec le monde autour de nous, puis c'est impossible de les en passer. Puis, on sait que des mécanismes d'adaptation qui sont malsains, fait l'idée de faire la suppression, essayer de supprimer nos émotions lorsqu'on les ressent, ou essayer de faire de l'évitement, je vais essayer de me distraire pour ne pas penser à mes émotions. On sait que ça peut mener à des problèmes de santé mentale. Dans les professionnels de la santé, on sait que le stress post-traumatique a plus tendance à se démontrer avec des gens qui ont des mécanismes d'adaptation qui sont liés à l'évitement. Puis on sait aussi la santé physique, que des gens qui ont des problèmes de santé cardiaque, lorsqu'on fait la réhabilitation cardiaque, une des stratégies les plus importantes qu'on prend, c'est apprendre les gens comment gérer leur stress, comment reconnaître le stress et comment le gérer, parce qu'on sait que un des problèmes qu'on a pour les gens, c'est que les gens ne reconnaissent pas le stress, mais le stress va avoir un effet important. Alors, l'exemple un peu, c'est on peut essayer d'embouteiller, puis mais ce qui arrive, c'est que c'est un peu comme un pressure cooker. C'est quoi un pressure cooker en français? Cocotte minute? Cocotte minute, OK, cocotte minute. Ça fait l'effet de cocotte minute, c'est qu'on peut essayer de supprimer, on peut essayer d'empêcher les émotions, mais ça va quand même être la pression va quand même augmenter, puis ça va ressortir d'une telle façon. Ça fait ça un peu, ils sont tellement fortes, envahissantes, que si on essaie de les éliminer, ça ne va pas fonctionner. Alors, ce qu'on doit faire face à la complexité, c'est comprendre que lorsqu'on parle de système d'émotions, on parle de systèmes multiples. Puis ça, je vous donne quelques exemples que lorsqu'on parle du stress, je ne connais pas l'expression en français, hypothalamic pituitary adrenal. Vous connaissez ça, je n'ai pas besoin de dire en français. On sait qu'il y a une réponse physiologique qui arrive, qui fait que les niveaux de cortisol vont augmenter. On sait que ça va avoir un effet sur les systèmes de l'hypothalamus, de l'amygdale. Et on sait que ça va avoir des effets sur la consolidation de la mémoire, puis ça va être biaisé. Alors ça, c'est un système. Mais on sait qu'il y a aussi des choses de l'activation positive. Lorsqu'il y a l'activation positive, on voit que les systèmes de dopamine dans le cerveau vont être augmentés. Et on sait que ça peut mener à un apprentissage accru, puis ça peut mener à une résolution des problèmes. Puis ensuite, si on continue, l'excitation, le système nerveux autonome. Ensuite, si on va aux aspects subjectifs, les émotions subjectives, il va y avoir une charge de la mémoire parce que souvent, lorsqu'on a des émotions, on peut avoir un peu de préoccupation ou ça demande de nos ressources cognitives. Mais aussi, l'autre aspect, c'est que les évaluations, il y a certaines causes et conséquences. Je serais triste parce que je suis dans une situation que j'aime pas, mais j'ai un sentiment de contrôle, j'ai un sentiment assez de certitude. Alors ça, j'interprète le monde différemment, que si je suis anxieuse, je suis en situation négative, mais je suis pas certaine combien de contrôle que j'ai, puis je suis pas certaine qui est responsable. Je suis en colère, c'est négatif, je suis en contrôle, mais c'est quelqu'un d'autre qui est responsable de la situation. Alors, c'est ça qu'on appelle les évaluations, les antécédents, qui font qu'il y a une pleine interprétation cognitive qui vient avec nos émotions, qui va ensuite changer comment est-ce qu'on voit le monde. Alors, pour les gens qui sont intéressés aux émotions, puis qu'on fait face au fait que les résultats, manipuler les émotions, ça peut être quand même assez difficile. Essayer de le comprendre, il y a des résultats qui viennent qui sont assez mixtes, qui peuvent être assez flous. La réponse, c'est pas de dire, OK, on va essayer de les éliminer, puis on va essayer de comprendre le comportement ou les aspects cognitifs sans les émotions, mais plutôt de dire, il faut comprendre qu'il y a multiples systèmes qui peuvent être en marche en même temps, qui peuvent avoir des effets qui sont un peu en conflit, mais que la question que ça nous pose, c'est vraiment, il faut vraiment se porter attention puis essayer de comprendre mieux. La dernière partie que je vais vous parler, c'est comment est-ce qu'on prépare les gens pour les événements émotionnels. Moi, dans mon domaine, j'ai travaillé beaucoup, l'équivalent pour vous, c'est les services de SAMU. J'ai travaillé beaucoup avec les médecins urgentistes, j'ai travaillé beaucoup dans les salles opératoires. Une des questions qu'on se demande souvent, c'est comment est-ce qu'on peut préparer les gens lorsqu'ils vont se trouver en crise ou ils vont se trouver en situation émotionnelle, comment est-ce qu'on peut les préparer pour qu'ils puissent appliquer les connaissances et les habiletés qu'ils ont. Il n'y a pas grand recherche qui a été faite, mais on sait qu'un peu qui a été fait, c'est avec les émotions positives. Il y a de la recherche qui a été faite.
Puis un petit détail intéressant, c'est si jamais vous voulez induire une humeur positive chez les gens, donnez-leur un sac de bonbons. Ça, c'est la recherche que Essen, Estrada et Estrada ont fait. Ils ont donné des gens un sac de bonbons. Puis ça a eu un effet quand même assez fort pour augmenter l'humeur. Mais ce qu'on trouve, c'est que lorsque les gens sont de bonne humeur, lorsqu'ils font une approche diagnostique, ils essaient de résoudre un problème, ils vont prendre une approche qui est plus approfondie. On va voir une diminution du préjugé ancré. Le préjugé ancré, c'est lorsqu'on commence avec une situation puis on dit, OK, je pense que la probabilité, c'est X. Le préjugé ancré fait qu'on est résistant à changer de notre première impression. On pourrait dire peut-être les gens sont un peu plus bornés ou attachés à leur première impression. Ce qu'on voit, c'est que lorsque les gens sont en émotion positive, ils ont moins tendance à se démonter ce préjugé-là. On voit plus de souplesse, de créativité cognitive, puis on voit plus de transfert des connaissances à des nouveaux problèmes. De toute façon, on sait qu'une façon de préparer les gens, c'est des fois, s'ils sont heureux, ça peut fonctionner. Mon groupe de recherche, nous, on était très intéressés au stress et l'anxiété. Et ce qu'on voit, c'est que lorsque les gens sont stressés, le stress subjectif, l'anxiété ou même le stress physiologique, on mesure avec le cortisol, on trouve que dans la gestion d'une crise, on va avoir une performance qui va être perturbée et sur l'emblée globale, mais aussi en termes des aspects spécifiques, il faut qu'ils fassent un peu plus les checklists. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va avoir plus d'erreurs de commission à la mémoire. Alors, les gens vont avoir plus tendance à construire leur mémoire d'un événement basé sur leur attente. Leur mémoire de travail, la capacité de tiendre l'information dans le cerveau puis de le faire un processus, c'est faire comme des calculs de dosage dans notre tête. Ça, notre habilité va être diminuée. Puis, on voit aussi des changements dans le raisonnement, qu'on va faire une preuve de fermeture prématurée. Alors, lorsqu'on arrive à une solution, on arrête à la solution au lieu de chercher s'il y a d'autres alternatives. Puis, on va faire des différents jugements quant aux risques. On va augmenter que les risques sont plus élevés. Alors, nous, on a démontré que oui, lorsque les gens sont en situation de crise, lorsqu'ils démontrent du stress, lorsqu'ils démontrent de l'anxiété, leur capacité d'apporter les connaissances, d'apporter les comportements dont ils ont appris va être nuit. Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est vraiment commencer à penser comment est-ce qu'on prépare les gens pour le stress, parce qu'ils pensent qu'il faut aller plus loin que tout simplement leur donner les connaissances, dire, OK, dans une situation ça, il faut que tu fasses A, B, C, D, puis il faut que tu coordonnes de cette façon-là. On regarde aussi comment est-ce qu'on peut apprendre aux gens comment contrôler les émotions. C'est la même chose pour les examens. Combien de gens la soirée avant les examens ne sont pas capables de dormir puis ils vont avoir beaucoup d'anxiété pour les examens? Ouais. C'est une réalité qui est... Puis on a différents processus de faire. Tu sais, il y a certains gens, moi, quand j'étais étudiante, j'étudiais beaucoup, j'essayais de tout connaître, mais je ne dormais pas la nuit d'avant. Il y a des gens qui vont sortir avec des amis parce qu'ils vont essayer de se distraire. OK, ça me stresse trop étudier, je vais faire ça. Mais il y a des façons, des méthodes d'adaptation qui sont plus saines. Alors, l'idée de faire une réévaluation cognitive, de dire, OK, est-ce que je peux changer the meaning, la significance, oui. Est-ce que je peux changer la significance d'une situation, soit ce qui est demandé de moi, les demandes de la situation, ou est-ce que je peux changer ma perception des ressources que j'apporte à la situation? Alors, ce qu'on fait dans la situation-là, c'est qu'on change qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'est la situation. Mais ça, c'est trouvé que ça, c'est une façon de faire la gestion, l'accommodation du stress qui est plus saine puis qui a des résultats plus positifs que faire des choses comme la suppression ou l'évitement, parce qu'on voit qu'avec la suppression, lorsqu'on fait des tests neurologiques ou neuroimaging. L'imagerie cérébrale, ce qu'on voit, c'est que lorsque les gens font la suppression, on voit que les parties du cerveau qui font le processus des émotions. Excusez, je perds mon micro. Lorsqu'on voit ça, c'est qu'on va voir que les systèmes du cerveau émotionnel vont quand même être assez activés, puis on va voir que les aspects cognitifs, l'apprentissage va être nuit.
Alors, une idée qu'on prend, c'est l'idée de l'inoculation contre le stress, qui est un système qu'on utilise, c'est enseigner aux gens c'est quoi les réponses de stress, c'est enseigner aux gens de reconnaître c'est quoi leur propre réponse de stress, parce que mon expérience vécue du stress va être différente de tous les gens dans la salle. Alors, comment est-ce que je peux apprendre c'est quoi ma réponse de stress? Ensuite, on enseigne aux gens des habiletés qui peuvent s'appliquer. Ça fait la réévaluation cognitive, mais aussi la relaxation. Et ensuite, on place les gens dans des situations de stress qui augmentent. Puis ça qu'on fait, c'est qu'on les met dans des situations où ils peuvent pratiquer au début avec un peu de stress, avec là un stress qui est à la moyenne, puis du stress élevé. On n'enseigne pas aux gens quelles sont les connaissances, quelles sont les habiletés, quels sont les comportements, mais c'est surtout visé à enseigner aux gens, OK, c'est quoi ma réponse, puis comment est-ce que je peux gérer ma réponse de stress, puis appliquer le contrôle des émotions pour voir si ça peut avoir un effet. Puis on voit dans beaucoup d'autres domaines, l'enseignement dans plusieurs des différents domaines où les gens doivent faire la gestion des crises, on voit que l'inoculation peut avoir des effets quand même assez forts, puis ça se transfère de situation à situation. Alors ça, c'est un peu la recherche qu'on fait dans le domaine pour dire comment est-ce qu'on peut préparer les gens pour gérer les situations d'émotion. Mais ayant dit ça, une des choses qu'il faut faire attention, c'est une supposition implicite que certaines émotions, surtout les émotions négatives, sont néfastes. Mais je pense que c'est vraiment important de faire le point et de dire que, autre que les effets du stress dans certaines situations, ça n'a pas été démontré. On ne sait pas quelles sont quand est-ce que les émotions sont positives, puis quand est-ce que les émotions vont vous faire du tort. Ça, c'est surtout parce que je sais qu'au moins dans la culture nord-américaine, on est rendu à une culture qui vraiment cherche à promouvoir les émotions positives. Tu sais, le wellness, c'est vraiment quelque chose qu'on se développe vraiment. Puis c'est beaucoup de l'idée qu'il y a toutes sortes de différents changements qu'on peut faire dans notre vie, que ça va nous rendre plus heureux. Mais un des problèmes avec ça, c'est que c'est pas certain qu'avoir des émotions positives va nous faire mieux gérer notre monde, parce qu'on voit que les émotions positives viennent avec un élargissement de la portée d'attention, qui fait que on porte plus attention aux détails qui sont non pertinents. Alors, on risque d'être plus sensible aux distractions. Une des choses qu'on trouve aussi en Amérique du Nord, je ne sais pas si ça se trouve en France aussi, mais ce qu'on appelle le trauma season. Lorsqu'il y a plus d'accidents de voiture, il y a plus d'accidents de traumatisme, c'est pas juste que des mauvaises conditions de route, des situations comme ça. Nous, ça vient surtout les étés lorsque les gens sont en vacances. Puis une des choses qu'on pense, c'est que les gens sont heureux, les conditions sont très bonnes, alors les gens ils portent moins attention aux menaces potentielles, ils sont distraits, puis c'est là qu'on voit qu'il y a plusieurs traumatismes qui vont se passer qui fait qu'arrivent par faute d'attention. Alors, c'est pas nécessaire qu'être dans une émotion positive, c'est l'émotion qui va être la plus saine pour nous permettre de bien fonctionner dans notre monde. L'autre exemple que je vais vous donner pour les gens qui sont non cliniques dans la salle, je m'excuse, mais c'est une femme primipare. Alors, c'est une femme qui est enceinte avec son premier enfant. Une dilatation de 5 cm, mais il y a un ralentissement tardif du rythme cardiaque fœtal, ce qui veut dire que c'est que le bébé est à risque. Alors, il faut aller à une césarienne qui était non prévue, mais lorsque l'équipe va aller pour une césarienne, il y a des difficultés inattendues aux voies des voies respiratoires. Alors, la mère commence à avoir des difficultés respiratoires. Alors, les questions qu'on se demande, nous, c'est est-ce qu'on poursuit la césarienne avec un masque laryngé qui en termes de ressources, qui est quand même assez facile à faire. Ça ne demande pas beaucoup de ressources additionnelles, mais ça peut venir avec des risques avec la mère parce que si les voies respiratoires deviennent de plus en plus compromis, la vie de la mère peut être à risque. L'autre option qu'ils peuvent prendre, c'est sécuriser les voies avec un bronchoscope à fibre optique. Sous anesthésie, c'est tout simplement, ça prend plus long, ça va nécessiter des fois des ressources qui vont pas être présentes immédiatement, mais prendre le temps de faire ça va diminuer les risques pour la mère parce qu'on peut s'assurer que les voies respiratoires vont demeurer ouvertes. Alors ça, c'est deux options. Lorsque je pose cette question-là à mes collègues qui sont dans ce monde-là, il n'y a pas vraiment de bonne réponse parce qu'il y a des risques qui sont des deux côtés. Thomas me dira après si j'ai un bon exemple ou non. Mais la question de savoir, c'est est-ce que les émotions vont affecter la décision des gens? Parce que ce qu'on sait, c'est que si les gens sont en colère, on sait que les gens vont percevoir que les risques dans leur environnement sont diminués, alors le monde a moins de risques.
puis sont plus propices à prendre des risques. Pourtant, si les gens ont peur ou il y a de l'anxiété, la perception des risques autour d'eux va être élevée. Le monde il y a un endroit qui est plus menaçant. Puis aussi, notre tendance à être prête à prendre des risques va être diminuée. Alors, on voit que dans les deux émotions, il y a des différents aspects, les deux sur notre perception des menaces qui sont autour de nous, mais aussi sur notre prédisposition ou notre comment prédisposé qu'on est à prendre des choix où qu'on pourrait voir qu'il y aurait des risques. Alors, la recherche nous dirait que quelqu'un qui a une anxiété prendrait l'option qui est moins risquée, qui prendrait peut-être plus de ressources, qui prendrait plus de temps, mais va prendre l'option que nous, on dirait « the safe option ». Tandis que quelqu'un qui est en colère devrait être plus prêt à prendre des risques, puis a une option qui est plus risquée. Alors, la question que je vous demande, c'est si c'est vous ou si c'est votre famille, voulez-vous faire confiance à quelqu'un qui est en colère, qui est prêt à prendre des risques, ou voulez-vous avoir un médecin qui est anxieux, qui va être plus prudent? Ça, c'est un peu la question qu'on se demande, est-ce que ça peut avoir une influence sur les décisions qu'on fait dans le monde clinique? Alors, juste pour faire un peu un résumé de ma présentation, j'espère que ce que je vais convaincre aujourd'hui, c'est que oui, on sait que les événements émotionnels dans notre vie, ils sont très clairs, ils sont très marquants. Je pense que n'importe qui dans la salle pourrait donner très bons exemples de situations dans leur passé qui étaient émotionnelles, dont ils ont des souvenirs assez forts. On sait qu'en tour, lorsqu'on a nos émotions, puis on est toujours en situation émotionnelle, ça va avoir un effet sur notre attention. Les choses autour de nous qui provoquent l'émotion vont aussi capter notre attention. Notre mémoire de ces situations-là, à certaines instances, va être augmentée, mais ça va venir avec des biais qui sont quand même assez importants. Puis ça va aussi changer nos interprétations, puis nos perceptions des risques, des menaces dans notre monde, puis aussi la volonté à laquelle on veut prendre des risques. Alors, lorsqu'on pense à la formation, dans notre monde, c'est surtout la formation des sciences de la santé, mais aussi on pense à n'importe quelle situation où il faut former les gens qui vont devoir œuvrer dans des environnements où il y a des émotions. Qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'elles sont envahissantes, on sait qu'elles sont puissantes, mais je pense qu'il faut aussi porter attention, non seulement à donner aux gens les connaissances, les comportements dont ils vont avoir besoin, mais aussi leur enseigner à pouvoir reconnaître leurs émotions et porter un peu d'attention, puis aussi de savoir comment est-ce que ces émotions-là vont influencer, comment est-ce qu'ils agissent et qu'ils interprètent le monde autour d'eux, puis comment est-ce que ça leur permet de faire leur travail. Des exemples sur toutes ces cliniques. Pour nous, en Amérique du Nord, on s'en va vers un apprentissage par compétence. Alors, au lieu de tout simplement dire, il y a 4 ans d'études, puis c'est ça que les gens vont apprendre pendant 4 ans, on dit, c'est quoi les compétences que les gens doivent avoir à la fin? Et on essaie de restructurer tous nos programmes à baser des compétences qu'il faut avoir. Mais, ce qu'on fait, on regarde souvent, OK, il faut que quelqu'un soit capable de faire des points de suture, il faut que quelqu'un soit capable de faire une intubation. Mais une des choses qu'on se demande pas, c'est est-ce qu'il faut aussi regarder la prestation des soins ou de faire ces habiletés-là dans une situation émotionnelle. C'est une chose de moi d'être capable de faire une intubation. Les ambulanciers me l'ont enseigné, je sais comment faire une intubation. Mais si vous me mettez dans une situation de stress, est-ce que je vais être capable de démontrer l'habilité? Est-ce que je vais être capable de faire le contrôle de mes émotions? Dans une situation où le monde, il faut qu'il démontre de l'empathie, est-ce qu'on enseigne aux gens quel est l'effet de leur colère, d'être surchargé sur la capacité de démontrer l'empathie? Puis est-ce qu'on leur enseigne là, gars, lorsque vous êtes en colère, votre capacité de démontrer ou de ressentir de l'empathie va être changée. Alors voici comment est-ce que vous pouvez surmonter. D'autres exemples qu'on trouve souvent, un des gros exemples, c'est que lorsqu'on prépare des gens pour des situations d'émotion, est-ce qu'on leur enseigne non seulement sur les connaissances, mais on leur enseigne aussi à gérer leur stress? Et aussi pour nous, comme enseignants, comme gens qui vont évaluer nos étudiants, nos apprenants, est-ce qu'on pense à notre état émotionnel lorsqu'il faut évaluer quelque chose qui est potentiellement ambigu? Parce que notre état émotionnel pourrait avoir une influence sur la façon dont on passe jugement ou on fait une évaluation de nos apprenants. Ça, c'est pour notre domaine de la recherche. Je vous ai donné quelques exemples qui sont, tu sais, c'est quand même assez intéressant. Ça fait rire un peu, puis ça donne des exemples. Mais je pense que lorsqu'on pense, soit on est psychologue ou on est dans des domaines des professionnels, il faut accepter que le monde est émotionnel, puis la recherche peut commencer à nous donner des idées de comment est-ce qu'on peut intégrer la recherche et les émotions, mais il y a beaucoup plus de recherches plus approfondies qui doivent être faites pour afin de comprendre.
Puis aussi, ça, moi, j'ai fait, c'est je vous ai parlé de ma perspective, qui est une perspective cognitive ou physiologique, qui est le regard que moi j'y apporte. Mais il y a d'autres aspects qu'on peut regarder, social. Comment est-ce que les émotions vont influencer les dynamiques entre les gens? Comment est-ce que les émotions sont outils de communication? Lorsqu'on regarde dans des milieux organisationnels, comment est-ce que nos organisations permettent l'expression des émotions ou le vécu des émotions, ou est-ce que nos organisations font que l'émotionnel est vu un peu comme pathologique, puis il faut que ça soit éliminé ou il faut que ça soit caché. Puis ensuite, au niveau culturel, comment est-ce que la démonstration des aspects culturels, moi je suis canadienne francophone, mais j'habite dans deux mondes, les Canadiens anglophones, les Canadiens francophones. L'expression des émotions, le rôle des émotions dans notre vécu quotidien est très différent dans le milieu anglophone qu'il est dans le milieu francophone. Puis ça, c'est dans un même pays, même dans une même ville. Comment est-ce que ça se transmet dans différents pays où les émotions prennent un différent rôle, puis la démonstration des émotions sont différentes. Ça fait, moi, je vous ai montré, tu sais, un petit aperçu de ma perspective, mais il y a plusieurs différents niveaux auxquels on peut se poser des questions de recherche. Ça, c'est la fin. Je vous remercie de votre attention. S'il y a des gens qui sont intéressés à lire un peu plus sur le domaine, surtout dans la médecine, ça, c'est trois revues. Puis beaucoup des idées que j'ai faites, c'est au cours des années, je parle beaucoup avec des collègues, puis beaucoup avec mes collègues cliniciens. Ça fait, si les idées que je vous ai présentées résonnent avec vous, ça a eux de remercier. Puis si ça ne résonne pas, c'est parce que j'étais trop têtue pour abandonner mes idées. Fait merci, puis... Merci. Ça fait, je pense qu'on a du temps pour des questions maintenant. Voilà, donc si vous avez des questions, je fais passer le micro. Il fait chaud, hein? C'est pas seulement moi qui a chaud, je vois tout le monde d'autre. Bonjour, donc vous m'entendez? Oui. Oui. Ouais. Donc ma question c'est quelles sont les méthodes que vous utilisez dans l'éducation, à la gestion des émotions, justement, en termes de... Quelles sont les méthodes que vous utilisez? Dans notre monde pour la gestion des émotions. Ouais. On y commence tout simplement. C'est beaucoup dans notre domaine, les gens n'en parlent pas beaucoup. Nous, on est en train de regarder les effets de l'inoculation du stress. Ça, c'est une méthode qu'on utilise. J'ai des collègues qui regardent un peu... Il y a des méthodes qui sont venues des... military, les armées, un peu des choses qui s'appellent tactical breathing, ça fait une certaine respiration qui fait des respirations. Dans le domaine des soins de la santé, il y a des gens qui regardent aussi en termes de la gestion des stress chroniques, le mindfulness, des aspects comme ça. Ça fait, il y a plusieurs différentes méthodes que les gens utilisent, mais on est vraiment au début de l'utiliser. Je pense que je connais 2 groupes dans notre domaine qui regardent vraiment pour la gestion des crises, la gestion des émotions, puis comment est-ce qu'on peut gérer. C'est vraiment au début. D'accord. Merci. Okay. Oui, je voulais vous remercier pour votre présentation. En tant que vieux médecin, formé dans les années 50, vous voyez, donc il y a une 60aine d'années, où on ne se préoccupait pas du tout de ces questions, mais aussi en tant qu'ancien chercheur, ayant fait sa carrière, enfin tout au moins la fin de sa carrière, dans les sciences neurocognitives. J'ai surtout été sur le versant neuroimagerie. Mais je me suis quand même beaucoup intéressé, avec certains membres d'ailleurs de l'Université du Mirail, qui sont comme moi à la retraite actuellement, dans la naissance des sciences cognitives à Toulouse. Alors je suis donc très intéressé de voir les retombées que vous en tirez sur le plan de la formation des médecins, ça m'intéresse beaucoup. Donc mais je voudrais plus précisément vous poser 2 questions. La première concerne... C'est un détail, mais vous avez dit au début de votre exposé que nous gardions en général un souvenir clair et marquant des émotions, surtout lorsqu'elles étaient négatives. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez des travaux plus récents qui montrent que justement le cerveau a une aptitude à effacer, à diminuer justement les souvenirs négatifs que l'on peut avoir. Première question.
hein. Il y a là une petite ambiguïté que j'aimerais vous écrire. La deuxième est d'une portée beaucoup plus générale. Vous avez parlé essentiellement des émotions, et je suis tout à fait avec vous pour souligner l'importance des émotions, mais vous n'avez pas prononcé le mot sentiment, et je voulais savoir quelle était votre position vis-à-vis des propositions d'Antonio Damasio, notamment dans son livre Spinoza avait raison. Vous l'avez cité pour l'erreur de Descartes, mais je pense que son ouvrage majeur est Spinoza avait raison. Est-ce que donc vous établissez une distinction entre les émotions et les sentiments et sur la gestion différente, effectivement, d'une émotion et d'un sentiment, parce que ceci peut aussi avoir des significations pédagogiques. Oui. Okay. La première question en termes de la tendance du cerveau à oublier les événements négatifs, les données sont un peu des deux côtés. Il y a des situations qu'on a qui sont négatives, qui vont être très marquantes, que les gens vont se rappeler. Mais en termes des événements négatifs, je pense que c'est surtout les événements négatifs qui sont moins forts comme émotion que le cerveau va avoir tendance à oublier, de ma connaissance, non? Est-ce l'intensité de l'émotion qui détermine? Okay. Je pense qu'on ne sait pas. Lorsqu'on demande des questions à propos des émotions, je pense qu'il y a plus de questions qui ressortent qu'on va savoir. Qu'est-ce qui se fait que des fois, tu sais, pour nous, en Amérique du Nord, les souvenirs marquants du 11 septembre, presque tout le monde en Amérique du Nord s'en rappelle avec grand détail, mais il y a d'autres événements marquants qui nous auront pas marqué autant que ça. Est-ce que c'est une question d'intensité? Est-ce que c'est une question c'est des événements qui se sentent un peu immédiats et qui se sentent un peu plus proches, ça fait des événements qui sont plus intimes. Je pense qu'il y a beaucoup de recherches qui essaient de se faire. Pourquoi que des fois on oublie des situations, puis pourquoi des fois on s'en rappelle. Mais l'autre question, c'est de savoir, c'est même si on oublie les détails de la situation, est-ce que l'apprentissage qu'on a fait existe quand même lorsqu'on s'en rappelle plus? Tu sais, il y a aussi des effets plus de la mémoire habituelle qui peut se faire. Il y a beaucoup de questions qui se posent. En termes des sentiments de la recherche de Damasio, est-ce que vous référez le somatic marker hypothesis, c'est les sentiments qui viennent avec les émotions, ou sentiments plutôt comme un état émotionnel général? Parce qu'il y a deux différentes façons d'interpréter ces sentiments. Oui. Oui. Qui sont des sentiments qui sont une perception corticale au niveau des zones sensitives, alors que les émotions reposent surtout sur des structures plus basales, qui sont l'amygdale, le palais. Alors, je vais répéter la question. La distinction, c'est de savoir, c'est que lorsqu'on parle d'émotion, il y a différentes manifestations qui peuvent avoir. Il peut y avoir l'émotion qui est ressentie de façon cognitive, de façon consciente, mais il y a l'idée aussi qu'il peut y avoir des émotions que c'est plus une manifestation soit cognitive, neurale ou dans le corps, dont lequel on est moins conscient, on a moins la connaissance. Si on regarde dans le domaine des émotions, ça c'est une des grandes controverses, puis ça se rapporte jusqu'à James qui disait que est-ce que j'ai peur parce que mon corps est en train de courir de l'ours, si j'ai une réaction automatique, je commence à courir, là ensuite j'interprète ce dont mon corps fait pour j'y donne le nom d'émotion. Ou est-ce que j'ai une réaction émotive, j'ai peur, alors ensuite je cours. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui vient en premier. Est-ce que c'est l'évaluation cognitive, consciente, qui fait une émotion, ensuite il y a une réaction physiologique? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus instinctuel, qui est une réaction physiologique, qu'ensuite on y donne une définition? Il y a beaucoup de recherches qui essayent de négocier ça. Il y a quelque chose qui se passe qui va être très immédiat, qui va être un peu inconscient. Il peut y avoir une évaluation cognitive qui se fait, mais ça se fait presque automatiquement. C'est l'idée des pensées automatiques. Que tout de suite, je vais avoir ce qu'on appelle une évaluation, un appraisal d'une situation.
Ça, ensuite, ça va déclencher un système physiologique, mais ensuite, ma réponse physiologique va affecter ma cognition qui va affecter comment est-ce que j'interprète l'information. Puis ça devient ça peut devenir un cercle un peu vicieux. Fait le terme de qu'est-ce qui est le début, c'est un peu l'œuf et la poule. Il y a beaucoup de dilemmes qui se passent, qu'est-ce qui commence au début. Mais la recherche commence à suggérer que c'est l'idée qu'il y a des pensées automatiques ou des réactions qui sont tellement intégré dans notre cerveau, dans notre interprétation. Ça se passe très vite, mais ça arrive quand même au niveau au cognitif. Mais l'idée de Damasio, beaucoup de recherches de Damasio qu'a fait, que le livre s'appelle Descartes' Error, les erreurs de Descartes, que lui regarde que les émotions ont un rôle primordial, vraiment important, qui donne c'est un signal que ça donne au cerveau d'une certaine situation, puis c'est un très bon livre à enseigner. J'essaie de pas toujours aller trop en détail de ce côté-là quand je présente, mais il y a beaucoup de questions, de controverses dans ce domaine-là, absolument, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh, Michel, là-bas à l'arrière. Oui, donc moi je parle en tant que futur professeur des écoles et je voudrais savoir si en Amérique du Nord ou vous en tant que professeur vous mettez en place des outils, des méthodes concrètes pour aider les jeunes ou les enfants à gérer les émotions, parce que de l'apprentissage par compétence, de l'apprentissage par expérience, c'est déjà un petit peu mis en place dans certaines écoles. Mais l'apprentissage par émotion, je pense que c'est quelque chose encore qui reste un peu de côté. Oui. On n'en parle pas beaucoup. Dans le domaine des soins de la santé, on voit, surtout l'enseignement des professionnels, on pense du temps à la gestion du stress de façon plus chronique, c'est l'aspect de wellness. On en parle beaucoup parce qu'on sait que dans les écoles de médecine, dans les soins de la santé, les niveaux de stress chronique, les niveaux de l'épuisement professionnel, on voit que les niveaux sont assez augmentés. Alors, il y a beaucoup de discussions à ce niveau-là. Mais en termes des discussions, de dire est-ce qu'on peut enseigner aux gens comment gérer leurs émotions dans une situation particulière, il y a très peu de discussions qui se font. Moi, j'ai plusieurs discussions avec des groupes individuels, des groupes particuliers, parce qu'on est intéressé à faire la recherche, on est intéressé à démontrer quelles sont les influences, mais on est vraiment au début. Puis mon but, c'est que dans 5 ans de maintenant, on parlerait des connaissances que les gens doivent avoir, on parlerait des comportements qu'ils devraient avoir, mais on parlerait aussi de la reconnaissance de l'état émotionnel, puis reconnaissance de quand est-ce que c'est bien, quand c'est une réaction saine, quand c'est une réaction malsaine, puis développer des méthodes d'adaptement qui sont saines, au lieu de laisser maintenant l'emphase est placée sur l'individu. L'individu doit se développer lui-même ou elle-même ses propres mécanismes d'adaptation. Puis il y a des gens qui vont se développer des très bonnes méthodes d'adaptation, mais il y a des gens qui peuvent se développer des adaptations malsaines. Puis maintenant, ça demeure au sort parce que les gens se développent eux-mêmes, mais le mettre d'une façon à dire oui, tu as une réponse de stress, voici une façon dont tu peux réagir au stress, que tu peux faire d'une façon que ton vécu sera plus confortable, ou peut-être, des fois, il faut être inconfortable, mais qui fait que tu vas être capable de fonctionner ou d'apprendre qu'est-ce que c'est que tu as besoin de faire. Dans 5 ans, j'aimerais que ça soit partie de nos conversations qu'on a de façon quotidienne. D'accord, merci. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir ce que vous entendez précisément par émotion, parce que c'est une notion un peu floue pour moi, qu'on passe de la tristesse à la colère. Enfin, voilà, comment on définit en psycho l'émotion? Est-ce que c'est qu'une émotion? Ouais. La façon dont moi je définis l'émotion, c'est surtout lorsqu'on parle d'émotion, c'est plutôt limité en temps. C'est un état émotionnel qu'on va avoir qui est mesuré plutôt de façon chronique en minutes, peut-être en heures, qui est provoqué par une situation. Alors, ça, c'est vraiment l'idée d'avoir une émotion. Ça fait une réaction de stress ou une réaction de colère envers quelque chose. On parle moins lorsque j'ai demandé la question du sentiment, qu'en anglais, on appelle mood state, où est-ce qu'on peut avoir un état émotionnel qui est assez général, qui peut durer des journées, puis que il n'y a pas vraiment de cause directe.
Notre recherche parle surtout de l'émotion qui est une réaction à court terme à une situation spécifique, moins à l'aspect des états émotionnels qui sont de plus longue durée. Mais il y a aussi la recherche qui regarde un peu de ce côté-là, mais le plus gros de recherche regarde plutôt les émotions spécifiques. Puis ça, c'est un peu le point de vue qu'on y apporte, nous, parce que dans les soins de la santé, on est vraiment intéressé lorsque les gens ont une réaction émotionnelle à quelque chose. Ça aide à définir la... Oui. Okay. Mais bonjour, merci pour votre présentation. Quand on est en dépression ou en colère suite à un événement émotionnel grave, mais que ça dure plusieurs jours, ça va être considéré comme étant une émotion quand même. Ça peut durer des jours et des mois dans ces cas-là. Ça peut être une réaction émotionnelle. La différence, c'est qu'il y a de la recherche qui a été faite pour les gens qui ressentent la dépression, que ce soit une dépression à quelques semaines ou que ce soit une dépression clinique. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites de ce point de vue-là. C'est pour ça que nous, on regarde surtout les réactions émotionnelles au cours des heures ou journées. Je pourrais être en colère, quelque chose qui s'est passé ce matin, je suis en colère. La colère reste avec moi pour 2-3 jours. On regarderait ça quand même comme une émotion parce qu'il y a une cause spécifique qui a causé l'émotion. Alors, nous, c'est ces phénomènes-là qui nous intéressent. Pas pour dire que l'aspect où on est dans un certain état émotionnel qui est un peu plus chronique, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas d'importance pour ça ou que c'est pas important ou que ça va pas avoir un effet. C'est tout simplement avoir à décider, il faut que je prenne un endroit qui est quand même assez contraint pour pouvoir faire la recherche. Puis les états émotionnels, c'est un peu plus difficile à mesurer parce que les gens viennent avec leur état émotionnel. Puis on n'a pas toujours une bonne impression, on n'a pas toujours un bon awareness, un bon aperçu de qu'est-ce qu'est notre état émotionnel. Alors ça, c'est un peu plus difficile à mesurer. Puis de façon physiologique, c'est moins intense. Alors ça se démontre pas toujours de façon physiologique. Il y a un peu moins de recherche qui se fait dans ce domaine-là, surtout parce que c'est plus compliqué à capter puis pouvoir savoir quand est-ce que ça se fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'abord, merci pour votre intervention. Est-ce que dans vos recherches, vous avez mesuré l'effet groupe sur le lien entre émotion et apprentissage? C'est-à-dire que, est-ce que vous avez évalué une émotion particulière sur une personne particulière pour voir ce que ça donnait dans un apprentissage, quel qu'il soit médical ou scolaire? Et après, je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas, quand il y a une charge émotionnelle forte d'un groupe, une sorte de contagion, enfin je ne sais pas comment le dire, sur l'ensemble des individus? Est-ce que vous avez travaillé là-dessus? J'avais une étudiante à la maîtrise qui a fait des recherches qui regardait les équipes des soins intensifs, qui regardait l'expérience dans les équipes. Puis en fait, on a trouvé qu'il y a une contagion émotionnelle qui se trouve que si quelqu'un peut avoir une certaine impression d'une situation, puis s'il y a quelqu'un dans le groupe qui démontre de l'anxiété, ça a tendance à ensuite causer de l'anxiété à l'individu parce qu'ils se disent soit j'ai perdu une ressource parce que cette personne-là est émotionnelle, cette personne-là a un stress dont elle va pas pouvoir être une ressource, ou ils se disent peut-être que la demande ou la situation est pire que je pensais que c'était. Alors on a fait un peu de travail de ça. L'étudiant c'était Dominique Piquette, Piquette. Elle a fait quelques projets, ça serait probablement 6 ou 7 ans. Mais l'idée de emotional contagion, on avait trouvé ça avec des recherches qualitatives qu'on avait fait autour des groupes dans les situations de crise. Pardon. Bonjour. Bonjour. Les émotions, ils ont une influence sur tout ce que nous faisons. Ouais. Je dirais les représentations aussi. Ils ont un impact sur nos attitudes, nos comportements. Il est difficile d'agir sur les émotions, mais il est aussi difficile d'agir sur les croyances par rapport aux représentations. Est-ce que, je dirais, un parallélisme peut être fait entre les conséquences des émotions et celles des représentations? Ça, c'est la première question. Et est-ce que les émotions peuvent impacter nos représentations? Et pour terminer, le chien qui figurait sur le PowerPoint, est-ce que c'était pour nous stresser afin de mieux suivre?
Mon premier chien. Oui, le chien, c'est un peu... c'est l'utilisation des méthodes visuelles pour un peu faire le point. C'est que ça cause une expérience viscérale. Ça cause une expérience. Lorsque vous dites le mot représentation, vous voulez dire quoi en termes de représentation? Les représentations cognitives qu'on a, un peu comme... Un peu comme nos schèmes cognitifs qu'on a? Ou? Oui. Oui, je pense que les émotions, parce que si on regarde la recherche qui a été faite en termes de le fait que les gens... je peux vous donner l'exemple des stéréotypes. Les stéréotypes, ça serait, disons, des représentations qu'on a des stéréotypes de certains groupes de gens. Une chose que la recherche nous démontre, c'est lorsqu'on a certaines émotions, on va être plus influencé par nos stéréotypes. Mais je ne connais pas s'il y a de la recherche qui dit que si je me sens dans une certaine émotion, ça va me changer mes stéréotypes ou ça va avoir une influence. Ça, il y a moins de recherches qui regardent ça. C'est surtout comment est-ce que je vais être dépendante de mes stéréotypes au lieu des aspects du particulier lorsque je suis dans une situation. Ça répond à votre question? Il y avait 2 questions. Mais il y a aussi la question, est-ce que les émotions ont un effet aussi fort que nos représentations? Ça, c'était la deuxième question. On ne sait pas. On a vraiment tout juste commencé à savoir, ça serait vraiment intéressant de faire une recherche, de savoir, OK, est-ce qu'on peut regarder des gens qui ont certaines différences de représentation ou changer les représentations, puis un peu en orthogonal, avoir les émotions, ça fait représentation, émotion, puis voir quels sont les effets des deux, puis ensuite, il y a des façons qu'on pourrait faire des études qui pourraient les séparer, de voir est-ce que c'est des effets additifs, est-ce qu'un est vraiment prend la dominance au-dessus de l'autre ou est-ce qu'il y a des effets un peu multiplicatifs entre les deux? Je pense que ça serait des bons projets de recherche, mais je ne pense pas que les gens ont regardé quels sont les effets qui sont les plus forts. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez dit qu'aux United States, vous promouviez la pensée positive et les émotions positives et tout, mais vous avez aussi dit qu'on avait besoin d'avoir des émotions négatives pour, entre guillemets, équilibrer un petit peu. Et du coup, ça veut dire quoi, en fait? Qu'on ne pourra jamais se séparer des émotions négatives et qu'on sera toujours obligé, entre guillemets, de créer un équilibre entre les deux et... Ouais. C'est ça que ça veut dire? Oui, avec la base, oui, parce qu'en Amérique du Nord, oui, c'est vrai que les gens cherchent vraiment, on appelle ça un peu pursuit of happiness, ça fait la recherche d'être heureux. Il y a les problèmes qu'on a avec ça, c'est une chose que si être heureux, c'est le but qu'on se met dans notre vie, c'est très difficile d'être heureux tout le temps, ça fait on va toujours être un peu en échec, ça fait ça avoir un effet paradoxal que rechercher être heureux au lieu d'avoir, le sentiment de purpose, have purpose in life. But-tu? Un objectif. Non, mais c'est être en situation de, c'est pas que je vais être heureux, c'est que je vais me sentir que j'ai une raison d'être, une compétence. Ça fait ça a tendance à être plus sain. La question, c'est que les négatifs, c'est, lorsqu'on dit que les émotions négatives, il faut avoir de la balance, c'est qu'il y a certaines situations où c'est une réponse adaptive d'être en colère, c'est une réponse adaptive d'être triste, c'est une réponse adaptive d'avoir de l'anxiété. Puis, ils ont des effets motivateurs, ils ont des effets sur l'interprétation de l'information qui peut être très importante. C'est être triste à un funérail nous permet de démontrer plus d'empathie, d'avoir des relations sociales, de rechercher des relations sociales. Ça fait bien que se sentir triste, c'est pas quelque chose qui est plaisant. Ça, c'est adaptif de l'avoir. Les émotions, c'est pas quelque chose qui nous est laissé, tu sais, un peu... mes mots me font faillite. Les émotions ont un but. Pareil comme être anxieux, il y a des raisons qu'on est anxieux. C'est qu'il y a des menaces qui sont à un but qui nous est quand même assez important, qu'il faut mobiliser des efforts, il faut faire attention aux choses qui pourraient nuire à notre but. Fait, c'est l'idée de dire que oui, il y a des émotions négatives qui sont pas plaisantes. Il y a des fois qu'il va y avoir des mauvais effets, mais les émotions, c'est adaptif. Il y a des raisons qu'on les a, puis ils ont un certain but qui va nous aider. Fait, c'est un peu ça la différence que je veux faire de dire que c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir le balancement. Est-ce que ça répond à votre question? OK. Michel, il y a une question ici. Merci. Bonjour. Bonjour.
moi, je me suis beaucoup intéressée aux émotions, mais après, personnellement, quoi. Et moi, j'utilise plus le terme d'émotion positive ou négative maintenant, parce que je trouve que j'utilise plutôt le terme agréable ou désagréable, parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont, voilà, ce qu'on appelle, la joie et tout ça, c'est agréable. Il y en a comme la colère ou la peur qui sont désagréables, mais c'est une façon de plus les juger en fait, parce qu'on est aussi dans une société où on juge énormément les émotions, et c'est pour ça aussi que des fois on voudrait éliminer ces émotions-là qu'on dit négatives. Oui. Puis moi, je suis d'accord. Lorsque moi je parle des émotions, j'essaie autant que possible de parler d'une émotion spécifique. L'anxiété, la colère, la tristesse, être heureux. Dans ma présentation, j'ai donné des exemples des émotions positives, négatives, parce que les chercheurs avaient regardé les émotions positives, négatives. Ça, c'était leur critère de définition. Alors, il n'y avait pas été plus au point de précision. C'est surtout pour rapporter qu'est-ce que la recherche a démontré. Mais oui, on est d'accord parce que lorsque les gens essayent d'apprendre c'est quoi les effets des émotions, il y a des différentes théories. Il y a des théories unidimensionnelles qui vont dire positives, négatives, agréables, désagréables, approach, avoidance, approcher ou s'éloigner, puis aussi l'excitement physiologique, puis le modèle circonflexe de Posner qui dit le niveau d'excitation positif, négatif. Il y a plusieurs modèles qui essaient d'éliminer les émotions à une ou deux dimensions. Le problème qu'ils ont avec ça, c'est que des émotions qui peuvent se trouver dans la même définition de dimension, ça fait, disons, l'anxiété et la colère, c'est deux émotions négatives à haute intensité, mais ils ont des effets très différents. La recherche maintenant essaie de s'apporter plutôt des émotions distinctes. La question de savoir est-ce qu'il y a 8 différentes émotions, est-ce qu'il y a 20 différentes émotions, est-ce qu'il y a une centaine de différentes émotions, mais on essaie de s'éloigner de dire, tu sais, les dimensions, mais ça fait quand même partie de notre vocabulaire parce qu'il y a beaucoup de recherches qui ont été faites jusque les différences, les comparaisons étaient faites entre les dimensions pour essayer de les comprendre. C'est pour ça que moi, je les ai utilisées comme ça dans mes exemples. Et, du coup, ça c'était une petite remarque. Oui. Et ma question, c'est, vous avez parlé des différences, alors je ne sais pas si c'était dans le fait de vivre ou d'exprimer différemment les émotions entre les Canadiens francophones et anglophones. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? La différence, c'est que les Canadiens anglophones sont plutôt... c'est une culture qui est plus réservée, qui est plus, disons, anglo-saxonne. C'est plus réservé, tandis que les francophones, c'est plutôt une culture plutôt latine, où ce que l'expression des émotions, la démonstration des émotions, on est beaucoup plus ouvert. Alors, c'est considéré, tu sais, s'il y a plus de variations. La question de savoir, c'est est-ce que c'est une question de démontrer? C'est le ressenti est le même, mais c'est une question de comment est-ce qu'on démontre les émotions. C'est ça les différences qu'on a, mais la question de savoir, c'est est-ce que les différences culturelles, même dans un même pays, des gens qui habitent même dans une même ville, est-ce que leur expérience des émotions, les effets des émotions va être différents, ou est-ce que c'est tout simplement comment est-ce qu'on manifeste puis qu'on les démontre? C'est ça les questions qu'ils peuvent avoir aussi. T'sais. C'est un peu quand on parle des Britanniques, on dit stiff upper lip. Ça fait partie de leur culture de dire comme keep calm, carry on, stiff upper lip. Ça fait vraiment partie de leur culture de peu importe quoi ils font face, on ne montre pas des émotions, on est une expression stoïque. Est-ce que ça a une influence? Comment est-ce qu'ils vivent les émotions puis les influences? On n'a aucune idée, mais ça c'est des questions qui pourraient se poser si on prend une approche culturelle. Bonjour. Bonjour. Alors moi je me suis demandé quelles sont les limites des émotions, c'est-à-dire les limites des émotions. C'est-à-dire à quel moment vous pouvez dire qu'il y a une pathologie, sachant que les émotions c'est quelque chose de naturel qu'on ressent, on ne peut pas trop contrôler comme vous avez dit. Ouais. Et c'est-à-dire c'est à quel moment vous déterminez que la personne a une pathologie. Si cette personne ne peut pas contrôler ses émotions, qu'elle ressent plus les émotions, pourquoi on dit que c'est une pathologie? Il y a beaucoup de recherches qui font ça. Quand est-ce qu'on voit tout simplement quelqu'un qui est en train de vivre une tristesse envers quelqu'un qui a une dépression, quelqu'un que moi je vais avoir des réactions d'anxiété versus une réaction plus clinique. Ça, c'est une question plutôt dans le domaine clinique, mais c'est lorsque les réactions deviennent d'un point de vue qui sont assez chroniques, puis deviennent assez malsaines, qui fait que ça permet plus à l'individu de pouvoir fonctionner d'une façon adaptée à leur environnement. Généralement, c'est à ce point-là qu'on dit que les émotions sont devenues des émotions qui sont devenues un peu pathologiques.
en même temps, il y a des situations où on peut se trouver, c'est une gestion de crise dans une salle de réanimation à l'hôpital, puis c'est vraiment, les choses vont vraiment pas bien. Il y a la panique qui se prend. Ou tu as un pilote d'avion que, il n'y a rien qui peut corriger, la panique se prend. Des fois, des réponses, des émotions très fortes peuvent être très adaptives. C'est surtout est-ce que ça empêche la personne de pouvoir répondre de façon adaptive à leur environnement. C'est à ce point-là que les gens vont dire que ça devait être des réactions émotionnelles pathologiques. Bonjour. Bonjour. J'ai regardé un truc très scientifique qui était un YouTuber ce matin. Et il avait la distinction de l'émotion et du sentiment, en tant que l'émotion était une réaction un signal pour agir, et quelque chose de très immédiat, oui, et de très court dans le temps. Et le sentiment, quelque chose qui serait plus l'affectation de l'émotion sur l'humeur constante. Et surtout, sa façon de le dire, c'était le temps qu'on accordait à l'émotion pour nous affecter. Ce qui, moi, me fait me poser la question de la responsabilité qu'on a de nos états, pas pour se culpabiliser, mais pour se rendre compte du pouvoir qu'on peut avoir dessus. Parce que, est-ce qu'il suffit de prendre une décision pour changer d'état quand on a estimé que, entre guillemets, rationnellement, c'était trop, que c'était pas adapté, ou est-ce que, et à ce moment-là, je pense qu'il faut une bonne dose de foi, oui, pour que ça fonctionne, et donc de savoir que le pouvoir existe, oui, peut suffire. Oui, puis c'est ça, je suis d'accord, l'idée de prendre responsabilité de nos émotions, pas pour être, je suis responsable, exactement ce que vous voulez dire, prendre responsabilité, pas pour se culpabiliser, mais pour essayer d'avoir plus une conscience de c'est quoi nos états émotionnels, c'est quoi l'effet de nos émotions ont sur une situation, et est-ce qu'il y a des façons qu'on peut les contrôler. Il y a des situations où on peut les contrôler. Puis moi, je pense que c'est un peu l'idée de dire des émotions, c'est pas quelque chose qui dérape ou qui distrait, mais les émotions, c'est quelque chose qui fait partie de nos conversations de façon régulière. Je suis complètement d'accord de avoir plus un aperçu de, en anglais, on dirait consciousness. De ça. Puis il y a beaucoup plus de recherches en psychologie cognitive, en psychologie clinique cognitivo-behaviorale qui regardent que le fait que pour des choses comme les attaques d'anxiété ou l'anxiété, c'est possible de faire le recadrement cognitif pour aider les gens à gérer leur anxiété, à diminuer les attaques de panique. Ça fait, il y a de la recherche qui démontre que c'est possible de changer ses émotions. Mais il faudrait le faire de façon que des fois, l'émotion qu'on a, c'est une réaction très adaptive. Puis en fait, il ne faut pas changer l'émotion. C'est une réaction très normale qu'il faut avoir. Mais de savoir quand est-ce que ces situations-là, parce que oui, ça c'est l'émotion, c'est une émotion qui est adaptive, puis c'est ça les effets que ça va avoir, versus juste cette émotion-là, ça va me faire des effets négatifs. Alors, il faut que je change un peu la réaction que j'ai. Complément, c'est l'idée de savoir quand est-ce qu'il faut le faire, mais aussi avoir un aperçu de c'est quoi notre état émotionnel. Du coup, donc l'émotion, on ne peut pas la changer, c'est un signal du corps, c'est quelque chose. Mais le sentiment, si. Mais on peut changer l'émotion, un état émotionnel, mais ça dépend de quelle définition qu'on se prend. Mais moi, j'ai une situation d'anxiété. Je suis capable de changer ma réaction d'anxiété. Ça fait, moi, il y a 10 ans, si je faisais une présentation publique comme ça, moi, j'aurais ce qu'on appelle le stage fright. J'aurais de l'anxiété incroyable à pouvoir faire une présentation. J'ai réussi à surmonter cette anxiété-là parce que j'ai changé ma conception de qu'est-ce que c'est de donner des présentations. J'ai changé mon style de faire des présentations. Fait, il y a des façons de pouvoir dire, OK, c'est ça ma réaction émotionnelle. Je peux faire un recadrement pour pouvoir changer c'est quoi ma réponse émotionnelle. C'est possible de pouvoir changer les émotions. D'accord. Au même titre que les sentiments, du coup. Pardon? Au même titre que son impact sur l'humeur, donc la longueur du sentiment qui suit. Moi, je connais moins les sentiments, la longueur des sentiments, mais je pense que c'est aussi faire une distinction entre sentiment et émotion. Puis ça se peut que la question, c'est de savoir est-ce qu'on est en train de parler de la même chose maintenant, parce que souvent on parle de différentes. Ça fait, c'est ça, je sais pas. Il faudrait peut-être en parler plus à la fin. Là et là. Bonjour. Bonjour. Moi, j'avais plutôt des questions au niveau de la méthodologie.
quels sont les outils que vous utilisez pour mesurer l'état de vos participants, l'état émotionnel? Pour mesurer, ça fait nous, il y a 3 différentes catégories de mesures que les gens peuvent faire. Il y a les mesures subjectives, ça fait le vécu des gens, parce que ça, c'est quand même assez important. En certains instants, c'est possible de faire des mesures physiologiques. Pas toujours, mais on peut mesurer le stress. Il y a une réponse de cortisol qui va augmenter. Lorsque les gens sont heureux, il y a des réponses de dopamine. Il y a d'autres émotions qui sont difficiles. La colère, c'est quoi le pattern physiologique? Ça, c'est un peu plus difficile de regarder. Est-ce qu'il y a un différent profil pour chacune des différentes émotions? Il y a beaucoup de programmes de recherche qui regardent est-ce qu'il y a des différents profils pour chaque émotion. Il y a aussi pouvoir regarder les comportements des gens, la dilatation des yeux. Une personne qui a de la fierté, qui est heureuse, va tendance à se sentir plus haut. Quelqu'un qui a du shame, la honte ou l'embarras vont avoir tendance à se renfermer plus. Il y a aussi la recherche qui regarde qu'on peut regarder le comportement des gens pour savoir c'est quoi les émotions. Ça fait vraiment, ça fait subjectif, physiologique et comportement. C'est les 3 différentes façons dont les gens essayent de mesurer les réponses émotionnelles. Dans ma recherche, parce que moi j'ai regardé surtout le stress. Alors nous on regarde la réponse subjective. Ça s'appelle le State Trait Anxiety Inventory qu'on regarde. Puis il y a une traduction française du STAY. Les réponses physiologiques, on regarde surtout les réponses de cortisol dans la salive. Puis dans nos dernières études, on regarde la variabilité du rythme cardiaque parce que ça, c'est un autre système physiologique. Ça fait heart rate variability, c'est une autre mesure qu'on peut faire. Ça, c'est les 3 mesures que nous, on utilise surtout dans nos recherches. Okay. Vous avez dit que c'était malsain de vouloir faire taire nos émotions, l'effet cocotte minute. J'entends pas bien. Vous avez dit que c'était malsain de vouloir faire taire nos émotions avec tout ce qui était effet cocotte minute. Et vous avez aussi dit, quand vous avez répondu à la question, on observe dans différentes sociétés différents comportements. Il y a des sociétés dans lesquelles c'est vrai les gens ne montrent pas d'émotions et essayent de contrôler, de faire taire tout ça. Alors est-ce qu'on a observé ou pas en fonction des sociétés l'augmentation de problèmes mentaux chez les gens ou de problèmes physiques comme vous l'avez dit que ça pouvait créer parfois? Je suis pas certaine. Ça se peut qu'il y ait de la recherche qui aurait été faite. Est-ce qu'il y a des différences culturelles en termes des problèmes mentaux, des problèmes de santé dans des cultures qui expriment plus les émotions que les autres? Je ne suis pas certaine s'il y a de la recherche. Je pense que c'est de la recherche qui serait quand même assez intéressante de savoir. Mais là, le problème qu'on a, c'est même si on a une culture où ce que démontrer les émotions, c'est considéré comme quelque chose qu'on ne fait pas. La question de savoir est-ce que les gens adaptent une façon adaptive de gérer les émotions, ça fait la réinterprétation cognitive ou la relaxation, ou est-ce qu'ils prennent des méthodes d'adaptation malsaines, la suppression, l'évitement. Puis ça, c'est vraiment ce que les grandes différences sont. C'est lorsqu'on essaie de contrôler nos émotions, de changer nos émotions, si on prend des approches qui sont saines ou des approches qui sont malsaines, c'est ça que je sais que le gros de la recherche a été fait à ce niveau-là. Bonjour. Bonjour. Vous avez dit qu'il y avait des études qui montraient que quand on apprenait en état de stress, sur des groupes contrôle, il y avait autant d'études qui montraient qu'en état de stress, on apprenait mieux que finalement en état de non-stress. Ouais. Donc vous, qu'est-ce que vous conseillez sur un exemple pratique? Moi, je suis pédiatre dans une maternité, donc je fais de la réanimation néonatale. On a régulièrement des stages de formation. Ouais. Est-ce qu'il vaut mieux faire un stage dans une formation de stress ou avec des mannequins, etc., de stress, ou plutôt prendre les choses calmement Je ferai attention d'essayer d'intégrer des stress. Si vous voulez intégrer des stress, il faudrait que le stresseur soit lié à l'information dont les gens faut qu'ils apprennent, dont les gens faut qu'ils se rappellent. Ça fait peut-être faire que le scénario même, c'est la cause de stress. Parce qu'on sait qu'il y aura des meilleures mémoires. Mais là, l'important, moi, je dirais, c'est lorsque ça vient à la réflexion, lorsque ça vient au debriefing, essayer d'éliminer l'anxiété et le stress pour mettre les gens dans une humeur plus positive, parce que c'est là qu'ils vont être capables de faire des associations. C'est ça, moi, je vous recommanderais, mais je dirais, faites la recherche avec pour savoir si ça que la théorie nous suggère, c'est vraiment ça qui va se faire en place. D'accord. Okay.
Bonjour. Bonjour. Dans mon travail, on me demande de beaucoup faire part d'empathie et vous avez fait allusion à une formation à l'empathie. Donc je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'ils y font à l'intérieur et comment on peut faire pour en avoir encore plus, si c'est possible. Ça, c'est un des gros problèmes qu'on a dans la médecine, c'est de savoir, parce que on sait en Amérique du Nord, on a un problème d'empathie. On sait que les étudiants de médecine rentrent avec des niveaux d'empathie quand même assez élevés, puis qu'au cours des études, leur capacité d'empathie diminue, l'épuisement professionnel augmente. Puis une des grosses questions qu'on se demande, c'est comment est-ce qu'on peut préserver l'empathie? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut enseigner aux gens, que c'est un comportement que je manifeste, que j'ai pas besoin d'avoir d'expérience, ou est-ce qu'il faut vraiment que j'ai l'expérience d'empathie pour le faire? C'est vraiment un gros domaine de recherche dans la médecine. Puis la seule réponse que je peux te donner, c'est qu'on n'a pas de réponse. Oui, bonjour. Je vous remercie pour votre intervention formatrice dans une école d'infirmières. Et je voulais savoir, on parle beaucoup de relations d'aide, ça rejoint un peu la question de monsieur. Quand on parle de relations d'aide, est-ce qu'il vaut mieux être dans un état émotionnel positif ou être plutôt dans la sympathie avec le patient qu'on a en face de nous? Lorsqu'on fait face à des patients, oui. Je sais pas, c'est ça la question, c'est quel état émotionnel va nous rendre avoir plus d'empathie. Ça se peut qu'être triste nous permette d'avoir plus, parce que lorsqu'on est triste, il y a certains gens, lorsqu'ils sont tristes, veulent avoir des relations avec les gens. Ça se peut que la question à savoir, c'est est-ce qu'il faudrait être triste ou est-ce qu'il faudrait être de bonne humeur? Mais ça, c'est les genres de questions que je pense qu'il faut se demander dans le domaine des santé, de savoir est-ce qu'il y a des différents états émotionnels qui nous permettent de démontrer plus ou moins d'empathie. Enfin, je dirais que ça, c'est une très bonne question de recherche. Bon, il semblerait qu'on ait épuisé les questions et épuisé peut-être Vicky avec le décalage horaire de 6 heures. On va en rester là. Merci beaucoup, Vicky. Merci.